Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau format puisque pour les 3000 abonnés, parce que si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on vient de passer les 3000 abonnés, ce qui est assez fou. J'ai décidé de faire un nouveau format qui est un format foire aux questions. Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour une vidéo un petit peu nouvelle puisque vous voyez, j'ai ma petite liste de questions que vous m'avez posées en story Instagram. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à mon compte Instagram, je vous le mettrai ici, comme ça vous pourrez aller voir et vous pourrez vous abonner parce qu'en story je vous pose pas mal de questions pour justement orienter les contenus, pour faire des contenus qui soient pertinents par rapport à vous, ce que vous vivez. Et là je vous ai demandé de me poser des questions sur l'entourage. Parce que l'entourage, c'est quelque chose qui revient très souvent, les problématiques pour se faire comprendre, pour se faire entendre, pour expliquer ce qu'on vit. Et du coup, j'avais reçu déjà pas mal de questions par mail. J'ai déjà écrit, il sort très bientôt un podcast sur ce sujet. Ce sera le numéro 21 et le numéro 22. Donc si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, je le mettrai là dans le petit i. Si rien n'apparaît ici, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Donc dans ce podcast, de quoi je vais vous parler? Que faire face à l'entourage quand l'entourage ne comprend pas? Comment mieux communiquer vos besoins? Mais aussi je vous expliquerai pourquoi on a ce besoin d'être compris, d'être soutenu quand on est malade, pourquoi ça active beaucoup de détresse, pourquoi on se sent très seul, pourquoi on a des émotions intenses quand c'est pas le cas, quand les personnes ne comprennent pas ce qu'on vit. Et surtout, je vous donnerai des pistes pour comment vous aider à mieux faire face si vous vivez malheureusement avec un entourage qui n'est pas aidant face aux difficultés que vous vivez. Donc ça sera pour le podcast. Aujourd'hui, on est sur une foire aux questions. Donc j'ai sélectionné, j'ai eu pas mal de questions. Donc m'en voulez pas s'il n'y a pas vos questions, mais de toute façon, ça revient un peu toujours dans les mêmes choses. Donc j'ai sélectionné une petite dizaine de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Je reprécise, cette vidéo est entre guillemets très personnelle puisque je vais vous partager mon avis selon ma vision des choses. Alors ma vision des choses qui est empreinte de ma formation de psychologue, qui est empreinte de mes connaissances, mais qui est aussi empreinte de mon expérience malheureusement avec la maladie, n'a aucune valeur de vérité absolue bien sûr. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne semble pas résonner avec vous, ce que vous vivez. L'idée, c'est vraiment de prendre en fonction et de peut-être trouver des pistes sur des choses qui pourraient peut-être potentiellement vous aider. Donc j'espère que cette vidéo, j'espère que mes réponses vont pouvoir vous être utiles. Alors première question, des questions qui vont être pas mal de questions qui sont liées au fait de comprendre, de se faire comprendre, de se faire entendre, d'expliquer à l'entourage pour qu'on comprenne bien les difficultés. Donc là, j'ai pris 4 petites questions qui reprennent à peu près tout ce que j'ai reçu. La première question, c'était quelqu'un qui me demandait des astuces pour expliquer aux proches la fatigue et les limites. Alors, des astuces, non, je n'en ai pas. Désolée, il n'y a pas de recette miracle. Par contre, j'imagine que si vous avez envie d'expliquer à votre entourage, à vos proches, la fatigue et les limites, c'est parce que vous avez besoin que la cellule familiale s'organise différemment et qu'on prenne en compte votre fatigue. Donc j'aurais déjà tendance à vous dire d'essayer de bien réfléchir au pourquoi vous avez besoin de leur expliquer. Qu'est-ce que vous avez besoin qu'ils entendent? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous souhaitez qu'ils comprennent votre fatigue parce que vous voulez qu'ils vous soutiennent plus, parce que vous voulez avoir plus de moments de calme, parce que vous voulez qu'ils prennent un peu plus en charge les tâches du quotidien qui vous revenaient jusqu'à présent et que vous ne pouvez plus faire, parce que vous avez besoin de soutien, parce que vous avez besoin de souffler, enfin voilà. De quoi vous avez besoin? Parce qu'en fonction de ce que vous avez besoin, vous n'allez peut-être pas positionner les choses de la même manière. Et surtout, quand vous communiquez, quand vous expliquez ce que vous vivez, de bien partir sur vos limitations et quels sont vos besoins. De toujours être relativement concret. Alors j'allais dire concrète parce que je crois que c'était une femme. Concrète dans vous, de quoi vous avez besoin concrètement et de le positionner. C'est-à-dire de ne pas attendre que l'autre le devine. Parce que pour vous, ça va aller de soi. Que si vous dites je suis fatiguée ce jour-là, ça veut dire je ne pourrais peut-être pas faire telle ou telle tâche, est-ce que tu peux le faire à ma place? Mais pour l'autre, c'est pas toujours entendu de cette manière. Peut-être que l'autre a l'habitude de vous entendre vous plaindre de fatigue parce que c'est malheureusement votre quotidien et peut-être qu'il n'en tiendra pas rigueur. Et vous, après, vous allez vous dire « Ah oui, mais je lui ai dit que j'étais fatiguée, il n'a pas proposé. » Non, arrêtez. N'attendez pas que l'autre vous propose. Dites vos besoins. Après, peut-être vous me dites ça parce que derrière, vos besoins ne sont pas entendus, malgré le fait que vous les ayez dit. Et là, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas de bonne manière de dire
C'est-à-dire que si vous positionnez vraiment bien vos besoins, mais que la personne en face de vous ne les entend pas, ne les comprend pas, ça ne sert à rien de dire de 15 manières différentes. Malheureusement, vous êtes responsable de ce que vous allez dire, mais vous ne pouvez pas contrôler la manière dont l'autre le reçoit. Donc ça, je l'expliquerai plus dans le podcast. Je l'avais expliqué aussi dans une vidéo que je vous remettrai au-dessus sur le couple et la maladie, mais la manière dont l'autre le reçoit, il va le recevoir en fonction de son expérience, en fonction de ses croyances, en fonction de ses filtres, et ça, vous n'êtes pas responsable de ça. Donc, vous pourrez l'expliquer de toute manière, plein de manières différentes. Si l'autre ne veut pas prêt à entendre, si l'autre ne veut pas entendre, si l'autre ne veut pas croire, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec votre discours. Parce que si l'autre a, par exemple, je prends un exemple, une croyance de quand on veut, on peut, parce qu'il s'est construit là-dessus et parce que pour lui, c'est vrai dans sa réalité, parce que les fois où il a été malade, il s'est poussé et ça a fonctionné, mais que vous, ça ne fonctionne pas si vous vous poussez par rapport à votre pathologie. Vous pourrez beau lui expliquer que si vous vous poussez, ça ne fonctionne pas. S'il n'est pas en état, lui, d'entendre ça, vous ne pourrez pas le faire changer d'avis. Donc vous, la seule chose que vous puissiez faire, c'est exprimer la réalité de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, exprimer vos besoins. Après, le fait que l'autre l'entende ou ne l'entende pas, le comprenne ou ne le comprenne pas, ce n'est pas de votre ressort. Par contre, si j'ai un conseil, c'est de ne pas vous épuiser à essayer de réexpliquer 15 fois, de 15 manières différentes, si en face de vous, vous avez une personne qui ne comprend pas. Et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi ça ne sert à rien. Et là, j'en viens à ma deuxième question, qui était une personne qui me disait « Faut-il vraiment insister pour expliquer ma maladie rare à l'entourage? Moi, j'ai laissé tomber. » Du coup, j'aurais pas grand-chose à répondre, sauf que vous avez bien fait, puisque c'est ce que j'expliquais tout de suite, c'est que si l'autre n'est pas en capacité d'entendre ou n'a pas le souhait d'entendre, vous ne le ferez pas changer d'avis. Donc, gardez votre énergie, elle sera beaucoup plus utile à autre chose, elle sera beaucoup plus utile à vous prendre soin de vous et voir comment vous pouvez vous soutenir si malheureusement en face de vous, la personne ne vous soutient pas, plutôt que essayer de dépenser votre énergie, essayer de convaincre l'autre parce que vous souhaitez que l'autre fasse telle ou telle chose et que lui, il n'est pas prêt à le faire. Alors, troisième question, que dire à son entourage proche de la maladie sans les inquiéter? Alors déjà, je vous dirais qu'en fait, c'est une illusion de croire que vous pouvez savoir ce que l'autre ressent et que vous pouvez anticiper si la manière dont vous allez le dire va les inquiéter ou pas. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'en fait, vous allez faire des projections par rapport à vous, comment vous voyez les choses, à vous ce qui vous déclencherait, ce qui vous inquiéterait, à vous ce qui serait, on va dire, anxiogène pour vous de savoir sur la maladie d'un tel ou d'un tel, sur l'état d'un tel ou d'un tel. Mais en fait, la personne en face de vous, vous ne pouvez pas savoir comment elle va recevoir les choses, on est tous différents. Et du coup, d'essayer comme ça de contrôler votre discours, de faire attention, de le positionner d'une certaine manière pour ne pas inquiéter, en fait, vous ne pouvez pas savoir comment ça va être reçu. Donc, j'aurais tendance à vous dire, alors j'imagine que si vous me posez la question, c'est peut-être parce que c'est avec un public, peut-être avec vos enfants, ou peut-être avec une personne âgée, ou quelqu'un qui pourrait se faire du souci, ou vous savez que ça pourrait inquiéter de savoir que vous êtes dans cet état. J'aurais tendance à vous dire de rester très factuel, de rester sur les faits, d'exprimer, de trouver un moment où vous pouvez l'exprimer vous en sachant bien réguler vos émotions, c'est-à-dire en ne mettant pas trop d'émotions sur les difficultés que vous vivez, pour justement qu'il y a un processus qui se fait entre deux personnes qu'on appelle la co-régulation et qui se fait beaucoup, par exemple auprès des enfants, c'est-à-dire que les enfants vont être tout aussi, voire plus, s'ils sont petits, attentifs à vos langages non verbal et à ce qui se joue en vous qu'à votre discours, qu'aux mots. Les mots auront peut-être moins d'impact, plus ils sont petits, moins les mots auront d'impact, excusez-moi. Et du coup, de faire attention à votre état émotionnel le jour où vous positionnez les choses et où vous expliquez la situation. Mais c'est le seul conseil que je pourrais vous donner parce que le reste, la manière dont l'autre va le recevoir, ça, vous ne pouvez pas l'anticiper, vous ne pouvez pas le savoir. Et en fonction des gens, ça peut être reçu de manière très anxiogène, comme ça peut être reçu la même information, comme si de rien n'était, et on oublie 5 minutes après. Donc pareil, vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres, et le fait de vous inquiéter en plus pour les autres, j'aurais peut-être plus tendance à vous dire, essayez de voir ce qui se joue en vous, et le pourquoi vous vous inquiétez, de savoir comment ça va être reçu, et de voir comment vous pouvez vous ôter ce stress-là, de prendre en charge les réactions des autres, de prendre en charge tout ce qui se joue par rapport à votre maladie, parce que
on va dire que il peut se jouer d'autres choses en dessous, c'est-à-dire il peut se jouer de la culpabilité que vous avez de vivre avec cette maladie, de la culpabilité que vous avez de faire vivre ça à votre entourage, et ça vous regarde finalement, ça ne regarde pas l'autre. Il serait peut-être plus intéressant peut-être de traiter ça, de voir comment vous pouvez vous ôter cette culpabilité, de voir comment vous pouvez vous ôter ces sentiments-là, plutôt que d'essayer de trouver le bon discours parfait pour que la personne ne s'inquiète pas, qui va créer une espèce de petite alerte tout le temps. Si c'est quelqu'un avec qui vous vivez, par exemple, de vous dire « Oh, attention, faut pas que je dise ça parce que là, la personne va s'inquiéter. » tout ça. Vous avez déjà assez à prendre en charge avec votre maladie que de vous inquiéter de ce qui se passe pour l'autre. Donc, j'aurais tendance à vous dire que de vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, que la maladie, elle vit en vous, mais qu'elle aurait pu vivre dans la personne pour laquelle vous vous inquiétez, et que du coup, de pas vous rajouter le poids en plus de ménager l'autre, de faire qu'il ne s'inquiète pas, de plutôt prendre soin de vous et de voir comment vous pouvez vous ménager, de voir comment vous pouvez mieux vivre avec ce que vous vivez, comment vous pouvez vous ôter cette culpabilité-là. Voilà, donc c'est ce que j'aurais tendance à dire plutôt que de vous inquiéter de votre discours, parce que le discours, c'est franchement pas le plus important. Et la manière dont l'autre le reçoit n'est pas sous votre contrôle. Dernière question sur ce thème-là, j'avais reçu un mail d'une personne qui me disait qu'est-ce que le malade a le droit de demander à son entourage? Que peut-il attendre de son entourage? Est-ce qu'il peut attendre de se sentir compris, soutenu, etc., etc. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que vous êtes en droit de tout demander, en fait. Vous êtes en droit de demander tout ce que vous voulez à l'autre, et lui, il est en droit de refuser ou d'accepter tout ce que vous lui demandez. En fait, il n'y a pas une grille qui définit que parce qu'on est malade, l'autre devrait nous soutenir, l'autre devrait être là, l'autre devrait nous emmener chez le médecin, l'autre devrait en prendre en charge ça, ça et ça. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Dans une relation, c'est deux personnes, et dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, c'est deux personnes. Des choses qui se jouent entre deux personnes, et c'est un équilibre qui se crée. Et pour le coup, l'équilibre, il est très personnel à ces deux personnes, et il n'y a pas de choses qui sont déjà prédéfinies de qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on peut pas attendre de l'autre. Alors j'imagine que si vous me demandez ça, c'est peut-être parce que dans votre entourage, vous vous sentez pas forcément compris, pas forcément soutenu, et que vous vous demandez si c'est légitime que vous demandiez ça. J'aurais tendance à retourner la chose différemment et de vous dire que finalement la seule obligation, c'est pas que l'autre accepte ou pas de vous soutenir, etc., etc. Peut-être la seule obligation, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Vous, est-ce que vous vous soutenez? Vous, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez vos besoins? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins? Parce que souvent, quand on demande aux autres à être compris, à être entendu, à être soutenu, alors c'est légitime de le demander, et je vous expliquerai pourquoi en tant qu'être humain, on a tous ce besoin-là dans le podcast, et pourquoi c'est important qu'il soit pourvu. Mais s'il n'est pas pourvu, comment vous pouvez finalement le pourvoir par vous-même dans un premier temps, être votre propre ressource et vous soutenir. Parce que souvent, quand on demande à l'autre de le faire, alors sur le court terme, c'est un très bon mécanisme pour aider à réguler le trop-plein émotionnel, pour aider à réguler le système nerveux. Mais à long terme, si on compte toujours sur l'autre pour pourvoir ce besoin d'être soutenu, ce besoin d'être aimé, etc., etc., le souci, c'est quand l'autre n'est pas là pour pourvoir ce besoin, on est en pleine détresse. Et déjà, avec la maladie, il n'y a plus beaucoup de ressources et c'est compliqué. Rajouter cette stress-là, c'est un stress énorme. Donc peut-être vous posez la question de comment je peux être ma propre ressource, comment je peux me soutenir, comment je peux finalement me demander ça à moi en premier avant de le demander à l'autre. Donc voilà, si je devrais résumer, c'est que en vrai, vous pouvez tout demander, et en vrai, l'autre peut tout accepter ou tout refuser. C'est comme quelqu'un par exemple qui voudrait que l'autre l'aime, lui montre des preuves d'amour, lui montre son amour, et que cette personne-là, au fond d'elle, se déteste et pense qu'elle n'est bonne à rien. Qu'est-ce qu'on aurait tendance à lui conseiller? C'est déjà de s'aimer elle avant de demander à l'autre de combler ce manque-là de ne pas s'aimer. Là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à court terme, oui, on a tous besoin d'être soutenus, oui, on a tous besoin d'être compris, oui, cela apaise, mais quand on est malade, on rencontre tellement de difficultés à réguler justement tous ces états émotionnels qu'il est peut-être plus intéressant de faire un retour sur soi, pour essayer de voir comment soit on peut se soutenir, comment soit on peut s'aider, comment soit on peut s'aimer, comment soit on peut être là pour soi, et de ne pas demander à l'autre de prendre ça en charge en plus de tout ce que la maladie a créé comme changement de repère dans notre relation. Donc autre question qui était plus sur comment du coup là se positionner face à l'incompréhension de son entourage, face au rejet de son entourage de ce qu'on vit.
parce que je pense que vous l'avez vécu, hein, les petites réflexions sympathiques de personnes qui ne comprennent pas. Et là, la première personne me disait les reproches de l'entourage, les remarques blessantes, comment on les gère? Alors là, je vous répondrai comme on peut. Non, en fait, je rigole, hein, mais c'est en partie vrai, parce que la façon dont l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure, va recevoir ce que vous lui dites. Ça vient de sa façon de voir le monde, ça vient de ses perceptions, ça vient de ses expériences, ça vient de ses valeurs. Et quand l'autre rejette ce que vous vivez, quand l'autre, vous avez l'impression vraiment qu'il ne comprend pas, qu'il vous culpabilise, etc., etc., en réalité, et je sais que c'est pas forcément intuitif de le penser tout de suite, c'est pas personnel, enfin c'est rarement personnel en fait. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les couples, souvent c'est un mécanisme de protection de l'autre, c'est-à-dire que ce que vous vivez, ce que vous lui dites, c'est tellement compliqué, ça remet tellement en question sa vision du monde, sa vision des choses, le fait de contrôler sa vie, etc., etc. L'idée de se dire, du jour au lendemain, on peut avoir une pathologie qui dure dans le temps et toute la vie peut, entre guillemets, s'écrouler, tous les repères peuvent s'écrouler. C'est quelque chose qui va être perçu par l'autre, qui peut être perçu par l'autre, parce que c'est pas toujours le cas, comme extrêmement menaçant. C'est-à-dire comme extrêmement stressant mais de manière totalement inconsciente, on est d'accord, il n'a pas forcément conscience. Et face à ça, comme un espèce de mécanisme de protection, le mental de l'autre va se mettre à lui sortir plein d'idées, plein de croyances qui vont légitimer que sa manière de voir les choses, que sa vision du monde, que ses croyances basées sur ses expériences font que, en fait, il va essayer de réduire la menace, font que lui, ça ne peut pas lui arriver. Parce qu'en fait, ce que vous vivez, vous, ça peut être extrêmement, enfin vous le vivez, c'est extrêmement angoissant, c'est extrêmement perturbant. Et l'autre, ça va être comme un mécanisme de défense. C'est-à-dire que souvent, quand l'autre vous dit « oui, mais force-toi, si tu faisais un petit peu d'effort, ça irait mieux » ou « quand on veut, on peut », en fait, c'est plus des choses qu'il va vous dire pour se rassurer lui-même. C'est plus pour dire « ah moi, ça ne peut pas m'arriver et je me rassure comme ça parce que moi, si ça m'arrivait, je me forcerais et quand j'étais malade, je me suis forcée et ça allait mieux. Et puis quand on veut, on peut, il faut juste de la volonté, etc. etc. » Donc nous, on sait que c'est pas vrai, mais ça va rassurer la personne. Le souci, c'est que vous le recevez comme une attaque personnelle. Donc déjà, la première chose, c'est de savoir que c'est pas personnel. Alors, ça aide pas forcément à mieux vivre cette sensation de rejet parce que vous la ressentirez quand même, mais parce que forcément quand on se confie à l'autre et quand on est dans une difficulté, on est dans une situation où on est vulnérable, où on est fragile et on est très dans l'émotion. Mais en tout cas, de savoir que vous ne changerez pas la personne, ça peut vous aider pour que ça m'affecte moins. Je la changerai pas, donc moi, qu'est-ce que je peux faire pour me changer moi, pour changer ma perception des choses, pour changer ma relation avec cette personne, pour que ça m'affecte moins. Alors, une autre question qui était que répondre à « tu es encore fatigué » ou une personne qui donne des conseils du style « va voir le médecin quand même ». Vous savez, ces personnes qui disent « oh bah ouais, mais dis donc, ça fait longtemps que tu es fatigué » ou « ça fait longtemps que tu as ce symptôme, va voir le médecin quand même ». Et quand vous dites « mais je vais pas aller voir le médecin, ça changera rien, voilà, ça se guérit pas, mais quand même, va voir le médecin ». Dans l'idée, si tu ne vas pas voir le médecin, c'est que tu ne veux pas vraiment guérir. Je suis sûre que vous l'avez vécu, ça, vous me le direz en commentaire. Si c'est une expérience personnelle ou si d'autres l'ont vécu. En fait, on est même sur le même mécanisme. C'est-à-dire qu'on va rejeter la faute sur l'autre, mais en fait, on ne va pas la rejeter pour dire que vraiment vous êtes bon à rien, vous êtes faible, vous ne voulez pas vous en sortir et tout ça. En fait, c'est un mécanisme de protection plus de la personne qui va dire « ah non, mais moi, ça ne peut pas m'arriver, parce que moi, si j'avais ça, j'irais voir le médecin et je serais guérie. » Vous voyez, en fait, dès que ça va être trop menaçant pour la personne, elle va avoir des idées automatiques, des idées préconçues, qui finalement, ça serait vous ou quelqu'un d'autre, ça serait la même chose. Et pour se dire « moi, je ne peux pas vivre cette situation, je ne la vivrai jamais ». Et voilà, c'est une manière de se rassurer. Donc, ne vous épuisez pas à répondre, à essayer de convaincre. Si la personne ne comprend pas, et si c'est récurrent, et si vous n'en pouvez plus, est-ce que ça vaut le coup de garder cette relation? Si c'est une relation familiale et que vous êtes obligé de voir la personne, à ce moment-là, essayez de trouver vous comment être en paix avec ça et que ça vous passe au-dessus, parce que vous ne changerez pas la personne. Et bon, voilà, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, j'ai eu une question sur comment gérer les tensions familiales à cause de la maladie. Alors là, j'aurais tendance à vous dire de vous faire aider. C'est-à-dire que la maladie, ça va bouleverser tous les repères pour vous, c'est-à-dire que ça va impacter tous les aspects de votre vie. Ça va bouleverser tous vos repères, mais vous êtes obligé de vous y adapter parce que c'est dans votre corps et quand le corps il veut pas,
Vous pouvez bien vous dire tout ce que vous voulez, il ne veut pas. Donc vous êtes obligé de vous adapter, de voir comment vous pouvez vous adapter. Sauf que l'autre qui est en relation avec vous, ben lui, la maladie, elle n'est pas dans son corps. Et la personne ne le ressent pas forcément, elle. Et du coup, elle peut résister à mettre en place ces changements en se disant, oui, bon, ben voilà, elle ne le ressent pas, elle ne le vit pas. Donc, elle n'a pas forcément envie, et en plus, on a tous une résistance au changement énorme, de remettre en question tout le fonctionnement de sa vie, par rapport à ça. Et du coup, ça crée des tensions familiales. Donc là, j'aurais tendance à vous dire, faites-vous aider. Ça peut être emmener la personne avec vous chez le médecin, puisque ben, si c'est une personne avec qui vous vivez, pour que le médecin explique bien et que la personne se rende compte que là, il va falloir qu'elle s'adapte elle aussi. Ça peut être peut-être de voir si vous pouvez voir un thérapeute. Voilà, tout ce qui peut aider à réorganiser finalement, montrer la nécessité de mettre en place des nouveaux repères et puis ben, voir un peu si la personne ne comprend pas, vous, comment vous pouvez vous aider. C'est toujours bien d'être aidé pour pouvoir faire cette transition-là. Ensuite, j'avais une question qui me disait « Tout le monde se repose sur moi, mais je n'y arrive plus. Je ne peux plus gérer comme avant, que faire ?» Alors là, on est un peu sur ce qu'on appelle la charge mentale. J'avais fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, allez voir, j'avais fait une petite vidéo très très rapide de 2 minutes sur la charge mentale illustrée. Le charge mentale, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plein de choses à gérer à la fois. C'est le fait que les autres ont pris l'habitude que vous gériez tout. Et les femmes, on est très sujet à ça, puisque, bon, bah, après c'est culturel, mais du coup l'habitude que les autres se reposent sur vous, et là du coup, comme je disais tout à l'heure, la maladie arrive, vous ne pouvez plus faire les mêmes choses, vous n'avez plus les mêmes repères, il vous faut vous adapter, vous ne pouvez plus faire toutes les tâches que vous faisiez avant. Et quand vous dites aux autres, un message je ne peux plus le faire, bah pour eux, bah pourquoi vous pourriez plus le faire puisque vous l'avez toujours fait? Parce que c'est passé dans la routine, parce que pour eux c'est devenu la norme et parce que sa résistance au changement, ça leur demande de changer. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller d'arrêter, c'est-à-dire de vous autoriser à ne pas le faire, de refuser que tout le monde se repose pour vous, de positionner vos limites et que les autres comprennent ou ne comprennent pas, tant pis. Donc, arrêtez de faire les choses. Mettre l'autre devant le fait accompli et surtout vous faire passer en premier. Alors, je sais que pour beaucoup, on va dire « Oui, mais non, mais je peux pas, moi. Si je le fais pas, qui va le faire ?» Eh bien, peut-être travailler là-dessus. Peut-être questionnez-vous là-dessus, plutôt que de travailler là-dessus, mais questionnez-vous sur ces injonctions mentales qui vous poussent à faire. Parce qu'il y a plein de fois où on fait... Alors, il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais il y a plein de fois où on fait des choses parce qu'on a l'impression qu'on est obligé. Mais au final, personne ne vous oblige à part vous-même. Ça peut être intéressant de se questionner sur ces injonctions mentales, de se faire la méthode, vous savez, de « que se passerait-il si je ne le faisais pas ?» Vous prenez un papier, un crayon, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Et à chaque fois que quelque chose émerge, vous vous dites « et alors ?» Et comme ça, vous descendez à chaque fois. Par exemple, bah, si je ne faisais pas un repas équilibré à ma famille, à mes enfants, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais l'impression d'être une mauvaise mère. Et alors, qu'est-ce que ça fait si vous avez l'impression d'être une mauvaise mère? Et là, il y a une autre croyance. Et alors, jusqu'à arriver à ne plus pouvoir répondre. Et là, on comprend un petit peu la source de cette injonction-là. Et après, à vous de voir, souvent c'est une peur, et à vous de voir comment vous pouvez faire face à cette peur-là. Donc, voyez-vous comment vous pouvez vous aider à ce niveau-là. Dernière question, c'était une question sur les émotions. Alors, elle englobe un peu tout, donc j'ai pris celle-ci. C'est une question que j'ai reçue par mail. Que faire face à des ressentis négatifs en tant que malade quand on se sent incompris par son entourage, lorsqu'on a de la colère envers eux, parce qu'on ne les sent pas assez présents pour nous soutenir, parce qu'on leur en veut, parce qu'on se replie sur nous-mêmes, etc., etc. Donc là, j'aurais tendance à conseiller à la personne de revoir, de réécouter, enfin, ou d'écouter, si elle n'a pas écouté, le podcast sur les émotions. Et peut-être se faire aider dans ce cheminement-là, de ne pas rester en tout cas dans cet état-là, de se faire aider pour voir comment elle peut, parce que c'est une femme, accueillir ces émotions qu'elle dit, enfin ces ressentis négatifs, parce que derrière toute émotion qu'on étiquette négative, il y a un message. Il y a un message qui correspond à un de vos besoins. Donc là, ça serait le besoin d'être soutenu, d'être entendu, d'être compris et voir comment vous pouvez apprendre à pourvoir ce besoin. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par vous-même, à être votre propre ressource et puis aussi identifier toutes les croyances, toutes les injonctions mentales qui se mettent là-dessus. Alors,
tout seul c'est quand même compliqué. Là j'aurais tendance à vous dire peut-être c'est j'ai besoin que les autres soient présents pour moi, pour m'aider à traverser ça. Ça veut dire je suis pas capable de le traverser toute seule. J'ai besoin qu'on me soutienne, je suis pas capable, j'ai pas les ressources en moi de traverser ça tout seul. Et ça peut être quand même intéressant de voir quelqu'un qui est formé, un thérapeute ou autre. Ça ne veut pas dire que ce que vous vivez est psychologique, on est d'accord, mais en tout cas vous soutenir. Je vous mettrai une vidéo là-dessus, vous irez la voir sur le soutien psychique et émotionnel, pour vous aider à identifier pourquoi vous avez ce besoin, qu'est-ce que ça dit de vos croyances, qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça active peut-être comme expérience passée, comme croyance que vous avez à propos de vous-même, pour peut-être essayer de changer tout ça. En tout cas, démêler ce fil-là, c'est ce qui est difficile tout seul, mais qui peut être beaucoup plus aidant avec un thérapeute. J'en parlerai vraiment dans le podcast de tout ça. L'idée, c'est de voir comment vous pouvez être votre propre ressource et ne pas attendre de l'autre quelque chose qui, manifestement, ne vous apporte pas. Et alors, je ne dis pas qu'il n'est pas normal d'avoir envie d'être soutenu, d'avoir envie d'être entendu. C'est tout à fait normal et je l'expliquerai aussi dans le podcast. En tant qu'être humain, on a besoin des autres. Quand on est privé de contact social, quand on est privé de soutien, quand on est privé de connexion, on se sent très mal. D'ailleurs, c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé là avec tout le confinement et tout ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. On a besoin de ce contact. Et l'idée, c'est pas de ne plus du tout demander à être soutenu par l'autre, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir créer un espace de ressources en vous pour que, malheureusement, si vous fassiez face à du rejet, de l'incompréhension, etc., vous n'activiez pas tout de suite votre physiologie du stress qui va rajouter une couche à gérer pour votre système nerveux qui va encore plus être difficile à gérer avec la maladie. Parce que comme j'ai répété tout du long, on ne contrôle pas les autres, on ne contrôle pas leurs réactions. Donc l'idée, c'est comment moi je peux devenir ma propre ressource et voir un peu tout ce qui se joue en vous à ce niveau-là. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? De toute façon, je reviens toujours à peu près sur les mêmes choses. Et c'est ce que je vous avais dit pareil. De toute façon, je vais vous mettre, ça sera plus simple, dans les liens de description, toutes les vidéos où je parle de l'entourage. Comme ça, je crois que maintenant, vous connaissez un peu ma vision. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à être sa propre ressource. C'est d'être égoïste. C'est de se faire passer avant. C'est d'identifier ses besoins, ses limites, les exprimer, les positionner de façon claire et peu importe comment l'autre l'entend. C'est pas de pas se laisser impacter par ce que l'autre vous renvoie, parce que quelquefois ce que l'autre vous renvoie, ça va être juste une manière lui de se protéger, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous n'êtes pas responsable de la façon dont il va recevoir ce que vous dites. Vous n'êtes pas responsable de comment il va le comprendre ou ne pas le comprendre. Et de partir de vous. De ce qui est bon pour vous, de ce qui vous fait du bien. Vraiment, apprenez à être égoïste. Arrêtez de vous épuiser à essayer d'être compris par l'autre, parce que comme je vous l'expliquerai dans le podcast, de toute façon, l'autre ne peut comprendre qu'une petite partie de ce que vous vivez, et encore, s'il est ouvert, et que le fait qu'il comprenne ou pas, malheureusement, c'est pas de votre ressort. Donc, je vous retrouve très très bientôt dans le podcast, d'ici 15 jours, 3 semaines, le temps de le faire pour vous expliquer tout ça en détail. J'espère que cette vidéo foire à questions vous a été utile. Si vous avez envie que je recommence le format sur un autre sujet, dites-le moi en commentaire et je vous mettrai des petites boîtes à questions dans Instagram pour que vous me posiez vos questions et puis je referai ça avec plaisir. Et si la vidéo vous a aidé, un petit pouce comme d'habitude, comme ça me permet de savoir ce que je dois renouveler comme format ou ce que je ne renouvelle pas. Pas la peine de mettre un pouce en bas, s'il n'y a pas de pouce en haut, je saurai que ça vous a pas plu. Voilà, donc si vous ne me suivez pas, allez me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez toutes les infos pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très très bientôt et comme d'habitude d'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite un bon été parce que je ne vais peut-être pas refaire de vidéo avant cet été. À bientôt, au revoir.